Du football au monde des affaires, il y avait une bien mince ligne pour Charles Bourque. Reconnu pour sa grande intensité dans le sport, celui-ci a décidé de travailler comme il jouait, soit avec le doigté d'un porteur de ballon qui voit la ligne de course se dessiner devant lui et l'intensité d'un chasseur de quart prêt à repousser tous les obstacles pour atteindre ses objectifs. Bien avant de devenir un joueur de football et un homme d'affaires, Charles Bourque était un enfant très réservé. Étant jeune, oui, j'étais plutôt réservé. J'étais plutôt un nerd, qu'on dit en anglais. Je lisais beaucoup de livres. Je lisais les collections d'Astérix. Je ramassais des cartes de hockey. Je mémorisais les statistiques en arrière des cartes de hockey. C'est pour te dire que j'étais vraiment dans ma bulle. Là. Le Georgien nous raconte ce qui l'a poussé vers le football. Je me suis adonné d'aller à une game de football. Dans le temps, je pense que c'était les Gorilles de la Trinité. OK. Une équipe qui a disparu. Puis j'avais bien aimé ça. Je trouvais ça intéressant. Je faisais pas beaucoup de sport, mais j'avais comme allumé sur ce sport-là. Ce qui est arrivé, c'est que la première fois que j'étais exposé, c'était à la Polyvalente Saint-Georges. J'avais 13 ans. Je mesurais 5 pieds 2, je pesais 110 livres mouillés. J'étais le seul de secondaire 3 dans l'équipe. Puis il y avait des gars qui avaient 18 ans, 19 ans, pratiquement, avec qui je jouais. Puis je me suis intégré, j'ai resté là. J'ai pas joué, évidemment, j'ai pas joué, probablement pour me protéger à l'époque. Là. J'avais une position qui existe dans le football, mais qui est rarement occupée par une seule personne. J'étais aide-botteur. Aide-botteur, là, c'est le gars qui est à genoux, qui prend le ballon quand il l'envoie pour faire, puis qui le tient pour le botter. OK. Alors, quand moi, je sortais des matchs, je faisais, puis des fois, il y avait de la boue. OK. Ça fait que la plupart des joueurs étaient bruns partout. Moi, j'étais brun juste d'un bord. C'est au secondaire que Charles Bourque s'est démarqué comme athlète. Puis après ça, c'était allé en secondaire 5. J'ai été d'ailleurs nommé cette année-là la tête par excellence à la Polyvalente Saint-Georges. Tous les sports confondus. Parce que j'en faisais probablement trop, là. En tout cas, c'est ce que mes notes me disaient, mais... Tes notes, tes bases, puis tes performances étaient élevées. Je m'investissais beaucoup là-dedans. Après une année au cégep de Rivière-du-Loup, le footballeur est revenu en Beauce pour revêtir l'uniforme des Condors du séminaire Saint-Georges. En 81, qui n'était pas une très bonne année, là, parce qu'on avait gagné, je dis les Condors avaient gagné le bol d'or en 79 et 80, ce qui fait que c'était tous des gens de dernière année ou à peu près, puis ils ont bâti une équipe en 81. En 82, on a été en la finale du bol d'or. OK. On s'est fait ramasser, il faut le dire, par le Vieux-Montréal. Puis, mais ça a bien fini, le collégial. Après un très bref passage au camp d'entraînement des GGs d'Ottawa, Charles est revenu au football collégial, mais à Montréal. L'amour m'appelait à Montréal. OK. Ça fait que j'avais des contacts avec les trappeurs de Marie-Victorin. Puis j'ai évolué là pendant une saison. OK. Dans le collégial 3A à ce moment-là. D'ailleurs, Saint-Georges était aussi rendu dans le collégial 3A à cette époque-là. Donc, tu as affronté Saint-Georges. J'ai affronté Saint-Georges. OK. Et on les a battus. Évoluant dans le marché montréalais, les Redmonds de McGill ont jeté leur dévolu sur le Beauceron. Si une blessure subie au camp d'entraînement l'a empêché de disputer la saison 1984, Charles Bourque a intégré l'équipe l'année suivante, mais à une nouvelle position. J'étais encore là, porteur de ballon. OK. Ils m'ont transféré à la défensive. Pourquoi? De l'offensive. Probablement à cause de mon tempérament. Ah oui? J'étais intense. J'étais pas mal intense à ce moment-là. Ça fait que, et puis, ils m'ont donné... Puis ils savaient qu'ils avaient recruté aussi un gars du nom de Michael Scholes. Michael était un des meilleurs joueurs, était le meilleur joueur universitaire à l'époque. Ça fait que moi, j'étais à la même position que lui. J'espère que c'est parce qu'ils ne voulaient pas perdre mon talent qu'ils m'ont transféré. J'essaie de me faire la logique de ça. Mais là, ça a été une expérience extraordinaire. J'ai été, parce qu'ils ont créé, à cause que j'étais là, une position de chasseur de corps. En anglais, des pass rushers. OK. Où tout ce que tu fais, tu cours après le corps, puis tu essaies de le manger. Et le francophone déplaçait beaucoup d'air sur le terrain, ce qui lui a valu ce sobriquet. Aussi, on te surnommait le diable de Tasmanie. Oui, ça, c'est une autre affaire. Ça, Okay. Le diable de Tasmanie, c'est que, encore là, j'étais pas totalement fluent en anglais. Là. J'étais pas tout... Tu sais. Puis quand je devenais intense, puis que je me choquais,
Là, je n'étais plus capable de parler en anglais. Ça fait que là, je tombais sur le français. Blablabla. Il m'appelait le monstre de Tasmanie parce qu'il ne comprenait pas ce que je disais. Puis que je faisais, mais il savait que ça ne marchait pas. Lorsqu'il enfilait son équipement, Charles Bourque devenait un homme débordant d'intensité. J'arrêtais jamais. Même si je savais que je ne pouvais pas faire le jeu, j'y allais quand même. Puis souvent, des fois, ça donnait que ça survirait dans ma direction. Puis à tous les jeux. J'arrêtais pas, autrement dit. Avant que le sifflet, puis même le sifflet, des fois, c'est un petit peu sourd. Et le football mène partout, même en Europe. Quand j'étais à McGill la dernière année, Vincent Gagné, qui était avec moi à Mérivic, j'ai connu à Mérivic, Vincent Gagné, il m'a offert, il a été recruté pour aller en France, il m'a offert d'y aller avec lui, joueur-instructeur pour l'équipe de Lyon. OK. Très bonne équipe, joueur-instructeur. Il y avait le droit d'avoir deux personnes qui n'étaient pas européens sur l'équipe. On a aussi été recrutés, moi et Vincent, pour être entraîneur de la Coupe d'Europe. Ah oui? En football américain, il y a une Coupe d'Europe où l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Espagne, la France, évidemment, participent. C'est comme un peu sur le modèle du soccer. C'est une coupe qui se font entre eux autres pour avoir un gagnant européen. Puis on avait été recrutés pour être des entraîneurs. Ça, c'était une belle expérience parce que j'étais allé en Italie, j'étais allé en Grande-Bretagne coacher. Diplômé comme enseignant en éducation physique, celui-ci n'a jamais enseigné. Il a combiné divers emplois avant de joindre les rangs d'importantes entreprises nationales. Je reçois un appel d'un grand ami, Serge Nadeau, qui, lui, travaille pour les soupes Campbell. Okay? Il m'appelle, il dit, on cherche un représentant des ventes pour Québec, pour la Ville de Québec. J'étais à Saint-Georges, la Ville de Québec, Rive-Sud, Rive-Nord, etc. Je vais passer une entrevue. Je passe l'entrevue. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas un très bon vendeur, là, mais c'est un autre sujet. Et je commence à travailler pour les soupes Campbell. Pendant 1 an et demi, je suis représentant des ventes à Québec. Puis après ça, l'amour m'a rappelé en Beauce, parce que j'étais à Montréal à l'époque. Et je me suis trouvé un emploi au Centre d'emploi du Canada pour la gestion des subventions à l'emploi. Je travaillais avec le secteur politique. J'ai fait ça pendant 4 ans. J'étais permanent, d'ailleurs, au gouvernement fédéral. Mais c'était pas moi. Alors, j'ai décidé de retourner dans le food, l'alimentation. J'ai eu une job chez Guy Luron, ou Multimarque, si tu veux. J'ai pris un peu de salaire pour pouvoir retourner dans le domaine. Et j'ai été là pendant 1 an et demi. Par la suite, c'est le domaine des boissons qui a fait appel aux Beaucerons. Au bout d'1 an et demi, qui ne me rappelle pas? Mon ami Serge. Puis là, il était maintenant directeur chez Coca-Cola. Alors, il m'aurait embauché pour Coca-Cola, mais pour la Beauce, parce qu'on ouvrait un centre de distribution à Beauce. Fait qu'il m'avait donné la gestion du centre de distribution avec des représentants et des livreurs, que j'ai fait pendant une couple d'années. Après ça, j'ai eu une promotion à Montréal, compte majeur encore une fois, pour Coca-Cola, et ce qui s'est très bien déroulé, j'adorais. Et j'ai eu un appel de quelqu'un que je côtoyais, un ami à moi aussi, encore une fois, un certain Francis Lapointe. Que le monde de Saint-Georges a bien connu. Bien connu pour le Garaga et parce qu'il était agent Molson. Et lui avait eu une promotion à Québec, fait qu'il cherchait un agent pour la Beauce et il a pensé à moi. Fait que évidemment, j'ai accepté l'emploi parce que c'est le summum dans l'alimentation, les compagnies de bière, particulièrement Molson. Et en Beauce, bien, à part le curé, on est pas mal égal quasiment dans la popularité. Ces expériences lui ont permis de réaliser lentement mais sûrement qu'il avait en lui la bosse des affaires. J'ai eu la chance d'avoir des très bons patrons. Serge Nadeau, Francis, c'était extraordinaire. Puis des gens qui me donnaient de la corde, mais qui m'aidaient et qui m'ont formé, parce que je changeais souvent de position et de job, en fait. Fait que, puis ça m'a permis de développer parce que j'étais boss dans mon centre de vente, je l'étais. Fait que j'aime plus jamais un peu l'entrepreneuriat de ça. Et un jour arrive cette opportunité de se lancer en affaires. Charles nous raconte comment. Lui, Armel, mon beau-père, était partenaire avec Gilles Marinier, qui est un gars de Montréal. Gilles tombe malade. Gilles dit, moi, je veux vendre.
Fait Carmel, il dit, je ne peux pas driver ça tout seul. C'était pas dans sa pensée. Il m'appelle le soir, puis il me dit, Charles, j'ai envie de vendre, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, avec la capitalisation qui n'est pas tout à fait là, c'est Moms and Pops Operation, c'est un peu ce que je te conseille de faire, parce qu'il m'a demandé conseil. J'ai dit, trouve-toi un Canadien français qui parle pas français pour pouvoir échanger avec notre clientèle canadienne. J'ai dit, trouve-toi quelqu'un qui est bon en affaires, puis qu'il serait intéressé à s'en aller là-bas, puis aller vivre au soleil. Il dit, tout le monde veut faire ça. Ça fait qu'il dit, OK, je vais. 5 heures moins quart du matin. Le téléphone sonne. Je regarde sur mon afficheur, c'est la Floride. Là, je réponds. J'ai vu que c'était le numéro d'Armel. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Y a-tu quelque chose? Y a-tu quelque chose d'extraordinaire? Es-tu correct? Il dit, c'est pour te dire que j'ai trouvé mon gars. Alors, il dit, OK. C'est-tu un Canadien français? Il dit, oui. Il dit, c'est un bonhomme d'affaires, tu penses? Il dit, oui. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est toi. J'ai dit, du coup, j'ai dit, c'est réglé. Maintenant, il faut que tu parles à ta fille. Et j'ai donné le téléphone à Marie-Josée, qui a parlé avec son père, puis effectivement, dans la minute, la décision a été prise. Celui-ci nous explique d'abord ce qu'est Can-Am Golf. On est un peu le Expedia du golf. On réfère des joueurs à des terrains de golf, à des prix avantageux et à des prix à rabais, à cause de notre gros volume. Et on est carrément intermédiaire. En plus, on est dans une niche parce que, de base, on est en Floride et on offre le service en français pour nos snowbirds canadiens, nos vacanciers canadiens, qui représentent à peu près 80 de notre business. Le potentiel de développement de l'entreprise était fort intéressant, mais il y avait encore beaucoup à faire. À quel stade était l'entreprise au moment où... C'était très rudimentaire. Le concept était excellent, ça marchait, mais c'était rudimentaire. Pour te dire, quand j'ai acheté Can-Am Golf, c'était une boîte Can-Am Golf. C'est-à-dire? Il y avait, ce que j'ai ramassé, c'était une boîte avec 4 téléphones puis un cartable. En fait, il y en avait 3 téléphones et un cartable. Ça, c'était Can-Am Golf. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de local, il n'y avait pas de website, il y avait juste ça. Parce que le modèle, c'était qu'il y avait 2 couples qui bookaient le golf. Donc, il y avait chacun un téléphone, deux téléphones, c'était 4 en fait. Il y avait chacun 2 téléphones, un pour recevoir l'appel, puis un pour appeler. Puis il faisait les réservations à mitaine. Puis à tous les 3 jours, il allait porter la boîte devant la porte de l'autre. Fait que ça, c'était, quand je suis arrivé, c'était ça. Rapidement, Charles a fait grandir l'offre de service. On avait 8 terrains pour commencer. Alors, cette année-là, j'ai ajouté 38 terrains, dont 7 dans le comté de Palm Beach, juste cette année-là. Puis, c'est à partir de là que là, on a commencé à avoir des ordinateurs, des bases de données. Avant de devenir l'ami de Charles, Simon suivait les exploits de l'athlète sur le terrain. Moi, je suis un petit gars de l'Ouest comme Charles, et quand on fait du sport, on regarde nos idoles. On regardait Charles qui arrivait toujours vêtu avec les bonnes couleurs et le bandeau et les poignets qui matchaient toutes les couleurs. C'était vraiment un idole de jeunesse pour nous autres. Sans surprise, la route des 2 hommes s'est croisée sur un terrain de football. Charles évoluait pour les Condors à ce moment-là. Puis le soir, il venait coacher au Dragon. Puis c'est comme ça, on a appris. Charles est un très, très bon coach. Cette qualité de toujours avoir le bon mot au bon moment, puis d'aller retirer le maximum qu'on peut retirer d'un joueur est un bon motivateur. Simon nous raconte une anecdote qui démontre bien l'énergie débordante de son ami. Charles avait saqué le carrière de l'équipe de Queens sur le terrain. Il l'avait frappé vraiment durement. Le carrière reste au sol. Et Charles se relève et avec ses mains passe devant le banc des joueurs et se met à mitrailler toute l'équipe. Il avait été sévèrement réprimandé par coach Bailey, d'ailleurs, pour ça. La détermination de l'homme d'affaires est la même que celle qu'il avait sur le terrain, de rappeler Simon. Quand un gars de la drive comme ça dans le sport, et on peut pas l'empêcher, ça se reflète ailleurs. Ça se reflète ailleurs. Les qualités de joueur de Charles, de l'intensité, puis il était quand même discipliné, Charles, dans tout ce qu'il a fait, s'est entraîné très fort. Puis quand tu prends cette discipline-là, puis tu la concentres dans un autre domaine, je suis pas surpris de voir que Charles a bien réussi dans le domaine des affaires. Pas du tout.
l'entrepreneur ne l'a pas toujours eu facile. Il a été mis à rude épreuve dès son entrée en scène dans le monde des affaires avec la tragédie du 11 septembre 2001 qui a eu un fort impact sur le tourisme. En 2006, l'ouragan Wilma a obligé son entreprise à déménager 2 fois en 2 semaines. Toutefois, la plus grande épreuve qui a nécessité une grande source de résilience est survenue en 2010. On l'a pas eu facile. En 2010, je suis chez nous, il est 6h moins quart, et je reçois un appel du directeur du club de golf, où est-ce qu'on est, on a nos locaux. Il dit « Charles, va au Channel 7. Est-ce que il dit « As-tu écouté la TV un matin? » J'ai dit « Non. » Il dit « Va au Channel 7. » Je rouvre la télévision, c'est notre bâtiment qui est en flammes, mais pas un peu, en flammes. On a passé au feu total. Je perds tous mes ordinateurs, je perds tous mes téléphones, je perds tout mon mobilier, sauf une chose, le serveur. Le serveur a été, pour une raison que j'ignore, qui a été sauvé. Okay. Donc, on est à 8h30 du matin, les hélicoptères virent au-dessus, mon épouse est assise sur le bord du trottoir et pleure, évidemment, puis là, on veut nous interviewer, puis là, j'ai dit non, on s'en va. On est parti, on est allé acheter 8 téléphones cellulaires, 6 ordinateurs, et à 11h, on était en service. Lorsqu'il regarde quelque peu dans son rétroviseur, Charles Bourque est fier de dire que la technique des petits pas a permis à l'entreprise de connaître une croissance fort intéressante. Ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est de voir la croissance. Parce qu'on est parti à 8 terrains, on est monté à 50. Après ça, j'ai développé Orlando et Tampa Bay, qui était un normal, parce que rarement que quelqu'un est propriétaire d'un terrain de golf. T'en as un, t'en as 6. C'est souvent des compagnies qui font ça, du golf. Donc, j'ai rencontré des gens qui avaient des terrains dans le sud, qui ont dit « Gars, pourquoi tu viens pas faire ça à Orlando? Okay. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, on a couvert Orlando, Tampa Bay et le sud-est de la Floride. Au-delà de la croissance de l'entreprise, de travailler avec sa conjointe et ses enfants est aussi une grande source de fierté. En 2016, mon épouse, Marie-Josée, est rentrée en business avec moi. Elle s'est impliquée dans le business. On est devenu une business familiale. Mes 2 fils travaillent pour moi maintenant. Ça aussi, c'est quelque chose... En parlant de... La question est bonne. Ça me fait vibrer, ça. Okay. Mes 2 garçons travaillent pour moi. On est devenu une entreprise de 3e génération familiale. Une entreprise familiale de 3e génération. En espérant qu'il y en a une 4e. Fait que ça, c'est un bel achievement, là, Réalisation. Oui, c'est vrai. S'il a un conseil à offrir, c'est le suivant. De trouver des mentors. Okay. Pour pouvoir te diriger dans la bonne direction, pour ne pas perdre de l'énergie à te tromper. Tu as besoin d'un mentor qui va au moins t'envoyer dans la bonne direction. Du football à la représentation de produits de consommation jusqu'au monde des affaires, Charles Bourque a suivi sa voie, celle de la détermination et de l'intensité. Des qualités innées, mais qu'il a peaufinées sur le terrain. Au football comme en affaires, il a appris à lire les tracés. Il a su voir les bonnes lignes de course et percevoir les ouvertures, malgré les embûches qui se retrouvaient sur son chemin. De la Beauce, en passant par Montréal jusqu'en Floride, le Beauceron poursuit sa course afin de gagner un peu plus de terrain et s'approcher de sa zone des buts. Pour toutes ces expériences et ce bagage, le footballeur devenu homme d'affaires peut affirmer « Moi, je l'ai vécu ».